Bonsoir, bienvenue sur Team Sport. Vous rentrez peut-être de votre journée de travail, vous venez peut-être de finir vos courses ou alors vous êtes en train de vous balader. Actuellement il fait beau, c'est bientôt le week-end. Messieurs, ce soir vous êtes bien sur Team Sport et vous avez, comme à l'accoutumée, 1000 fois raison. Ce soir, dans ce studio, je suis accompagné de toute l'équipe. Enfin, elle est là avec moi. Tanguy, Enfin, bonsoir. après longtemps, bonsoir Antoine. Bonsoir Alexis. Bonsoir à tous. Bonsoir Victor. Excusez-moi, vous êtes qui? Parce que du coup j'ai perdu la musique. Et bonsoir Tony, le retour. Bonsoir à tous, plaisir de vous retrouver les amis. Le retour donc de toute l'équipe ce soir, avec un condensé d'informations évidemment à traiter aujourd'hui. Le rugby, le 15 de France qui a réalisé le Grand Chelem. Ce sera le sujet principal de cette émission, on en parlera juste après avec Victor. Retour aussi donc, sur cette performance et sur le classement de ces tournois de destination. Le football et les matchs amicaux de l'équipe de France qui vont approcher. Demain, la France accueillera la Côte d'Ivoire avant d'affronter l'Afrique du Sud. On évoquera la préparation des Bleus et puis évidemment des barrages pour les équipes qui joueront leur place pour la Coupe du Monde 2022. Les sports auto, un retour sur le Grand Prix, le premier de la saison. C'était ce week-end à Bahreïn, un retour aussi sur le deuxième Grand Prix de MotoGP et sur toute l'actualité des sports auto. Enfin, on parlera de tennis, du tournoi d'Indian Wells, il s'en est passé des choses. Et puis évidemment de la grosse info de la semaine, mais on en parlera après. Et messieurs, évidemment, les infos sport en vrac. Et pour finir, le quiz. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Messieurs, le 15 de France a réalisé le Grand Chelem. Ça n'était pas arrivé depuis 12 ans. En 2010, face aux Anglais, les Français ont assuré l'essentiel avec cette victoire 25-13. Au-delà de ces victoires, messieurs, on a vu une équipe en constante évolution tout au long du temps. C'est magnifique ce qui s'est passé samedi. Ouais, Victor, bah peut-être oui, pour réagir. Oui, réagir, ouais, bah écoute, c'était une magnifique soirée et tout qu'on a passé. Donc les Bleus l'ont fait, donc comme tu l'as dit, 12 ans après, l'équipe de France a remporté ce tournoi destination après avoir battu leur grand rival, l'Angleterre, au Stade de France, 25-13, tu l'as dit. Et ils réalisent donc le Grand Chelem après avoir fait un tournoi parfait un an avant la Coupe du Monde en France. Je résume la soirée. Vendredi soir, donc la France le savait, seulement une victoire pouvait leur offrir le tournoi. Cela ne les a pas empêchés de bien débuter cette rencontre avec Gaël Fickou qui concrétise une domination française à la 15e minute. Jaminet et Marcus Smith ensuite se répondent coup par coup au pied. Mais François Cros viendra donner de l'air aux Bleus juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, la France est bousculée, mais les Anglais reviennent à 5 points après un essai de Stewart. Antoine Dupont viendra tuer le match à l'heure de jeu pour offrir à la France son 10e Grand Chelem. Alors à un an de la Coupe du Monde, messieurs, le 15 de France se classe 2e du classement World Rugby derrière les All Blacks. Et j'ai une question. Afrique du Sud. Derrière l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud en effet. J'ai une question pour vous. La France est-elle favorite de la Coupe du Monde? Je commence, effectivement je pense qu'ils sont favoris, enfin ils font partie des favoris en tout cas, d'autant plus qu'ils sont chez eux. La Coupe du Monde 2023, on a la chance d'accueillir la Coupe du Monde 2023 en France et voilà, et donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, surtout qu'on a une belle génération de joueurs et emmenés par un grand Antoine Dupont, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas y arriver. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir de voir tout ça en tout cas. Enfin, un trophée 2 ans après, c'est cool. Et puis, ouais, c'est un gros message, très gros message pour le rugby mondial. La France qui sera là dans 18 mois, du coup. Ça va arriver vite, mais il y aura un tournoi de destination juste avant pour se repréparer. Et ouais, en tout cas, ça nous donne de l'espoir. C'est beau, c'est bien. Dire qu'on est le favori, je pense que c'est un peu tôt pour le dire parce qu'il y a des très très bonnes équipes, mais je pense qu'on a fait un beau tournoi. Après, il y a quand même des failles dans le jeu. On a vu qu'à un moment donné, on était bousculé quand même par l'Angleterre, mais on a une équipe globalement solide, donc on peut légitimement dire qu'on fait partie des favoris pour le moment et qu'on peut aller chercher un beau tournoi en tout cas. Ouais. Victor, peut-être tu voulais... Non, je disais, pour revenir sur le match, Alexis, tu as raison, au retour des vestiaires, l'équipe de France avait un peu de mal. On n'a jamais vraiment réussi, enfin, à part en début de première mi-temps, on n'a jamais vraiment dominé les Anglais, mais on savait que ça allait être un match compliqué. Voilà, les Anglais, comme ils disaient sur France 2, ils étaient venus pour gâcher la fête. Ouais, ça n'a pas été le cas, c'était une soirée magnifique. Et tu le disais bien, Alexis, c'est que la France, pour parler aussi un peu de ce qui n'a pas forcément toujours bien été, parce qu'il faut aussi remarquer des fois ce qui n'a pas toujours été bien fait. On l'a vu sur tous les matchs, sur les 5 matchs qu'elle a joué.
toujours eu ce moment de temps faible finalement, en tout début de seconde période, un peu ce temps faible qui dure 5-10 minutes. Ouais. Mais ça fait longtemps. Hein. Finalement, ça nous a pas coûté cher quand on regarde à la fin ce qui se passe, l'arrivée. Mais ça aurait pu être une autre histoire si les Anglais avaient notamment concrétisé leur domination samedi. Ils étaient à 2 doigts de revenir. Mais ça fait longtemps qu'il y a ce trou d'air après la reprise avec le 15 de France. C'est pas seulement depuis le retour de Fabien Galtier. Ils avaient d'ailleurs essayé de corriger ça depuis que Fabien Galtier est arrivé. Bon, il y a des matchs où ils y arrivent, des matchs où ils n'y arrivent pas. Mais pour revenir, c'était contre le Pays de Galles. On avait failli se prendre un essai en retour des vestiaires. Juste avant que, je ne sais plus quel joueur c'était, se fasse un en avant. Et ça nous a sauvé le match parce que c'était compliqué aussi le week-end dernier. Le week-end il y a 2 semaines. Donc non, mais voilà, il faut retenir quand même que c'est un grand chelem qui n'était pas arrivé depuis 12 ans. C'est de bon augure, vraiment, c'est incroyable. Après, ces temps faibles, ils sont aussi expliquables par le fait qu'en face, il y a aussi 3 des équipes, sur les 6 équipes qu'il y a dans le tournoi, il y a aussi 3 du coup des grosses équipes, des grosses écuries mondiales, et que ces temps faibles-là sont aussi certainement explicables par le fait que ces équipes-là ont sûrement de l'envie qui revient après la mi-temps, une forme qui s'améliore, et il ne faut pas oublier du coup que c'est le Pays de Galles, l'Irlande et l'Angleterre, et qu'à un moment donné aussi c'est très difficile de dominer 80 minutes complètement en tout cas. Ouais, et je voulais aussi te dire que cette année c'était un tournoi, je trouve, qui a été assez compliqué parce que je l'ai pas dit, mais. On en parle après justement, vas-y, Victor. Je me permets alors. L'Italie qui a gagné contre le Pays de Galles, 21-22, avec un essai de Padovani à la fin du match, pardon, dans la dernière minute. Et non, ouais, c'était un tournoi assez relevé cette année. On pensait que l'Italie allait encore une fois finir avec que des défaites. Non, ils ont réussi à s'imposer. Et je voulais aussi souligner Capiozzo qui a fait une très belle action avant de donner la base à Padovani. C'est un joueur de Grenoble en deuxième division, bref. Et puis, je voulais le signaler, il est né à Grenoble. C'est dommage qu'il n'y ait pas que la France, mais bon, c'est vrai que l'Italie qui a mis fin à 6 ans de disette, ça n'était plus arrivé, même 7 ans il me semble. 7 ans, ouais. 7 ans. Justement, avant de reparler de l'Italie et puis des autres nations aussi, on évoquera le classement tout à l'heure. Cette équipe de France semble quand même armée. Maintenant, elle jouera à domicile lors de la Coupe du Monde en 2023, même si, comme tu l'as dit Alexis, il faut relativiser, il y a quand même des grosses équipes, il y aura les All Blacks, il y aura l'Afrique du Sud. Les All Blacks ils sont dans notre groupe et en match d'ouverture. C'est le match d'ouverture en plus, donc, mais on sent quand même que depuis 2-3 ans, depuis que Fabien Galtier a repris l'équipe, il y a une osmose, il y a quelque chose que la France n'avait pas avant. La France perdait beaucoup de points, notamment dans les derniers matchs. C'était des défaites encourageantes qu'on disait. C'était des défaites encourageantes, mais depuis que Galtier est à la tête de l'équipe, faut le dire, Fabien Galtier a été joueur de cette équipe de France. Depuis qu'il a repris l'équipe en tant que sélectionneur, la France aujourd'hui, c'est finalement pas métamorphosé, mais on sent quand même l'évolution. Il y a du mieux, c'est clair. Et puis de toute façon, est-ce qu'on peut avoir peur face à toutes les équipes du monde aujourd'hui ? Franchement, je pense pas. C'est les autres équipes certainement d'avoir peur de nous parce que c'est l'équipe jeune qui n'a peur de rien, qui n'a pas grand-chose à perdre parce qu'elle vient seulement d'arriver au plus haut rang mondial. Ouais. Donc franchement, il n'y a rien à perdre. Il y a juste tout à gagner, tout à aller chercher. Cette insouciance-là peut nous amener très loin, très haut. Et faut pas oublier ça. On peut s'en servir, on peut aller très loin avec ça. Mais je pense que finalement, ce que Galtier a fait, c'est surtout donner un collectif et une âme à cette équipe qui avait des bons joueurs déjà à la base, mais qui n'arrivaient pas à en faire quelque chose parce que ça manquait certainement de complicité, de solidarité entre les joueurs. Et là, je pense que c'est finalement le point fort de l'équipe de France, la solidarité en défense, les joueurs qui jouent les uns pour les autres, et ça fait la différence quand on joue un match. C'est ça qui fait la différence contre des équipes qui sont sur le papier plus ou moins du même niveau, donc je pense que c'est certainement ça qui fait aussi la différence. Pour appuyer ton argument sur la défense, sur la solidarité en défense, il y a aussi le staff qui a changé. Un ancien coach de plaquage et de défense, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous retrouver le nom. Continue. Non, et puis même de toute façon, il y a Raphaël Ibanez aussi. Raphaël Ibanez, oui, bon, ça c'est très entraîneur. Qui vient suppléer Galtier. Et puis de toute façon, on savait, on les voyait déjà commenter depuis de nombreuses années le rugby sur France Télévisions. On sentait très bien qu'ils avaient de nombreux axes à améliorer avec ce 15 de France. On sentait leurs conseils, on les entendait. Et au final, arrivé à la tête du 15 de France, on voit que ça marche. On voit qu'il y a vraiment eu des améliorations. Et qu'au final, c'était une très bonne idée de les mettre à la tête de l'équipe de France. Galtier, qui a d'ailleurs qui a annoncé juste avant le match face à l'Angleterre à ses joueurs
qu'il était, qu'il avait signé un nouveau contrat jusqu'en 2027. Il prolonge jusqu'en 2027, c'est bien. le président qui l'a conforté à la porte pour 4 années supplémentaires. Ça, c'est une bonne chose. Au moins, on sent que pour la stabilité du groupe, Que la c'est- confiance est là. Et tant mieux. Surtout la fédération qui est sur le même axe que l'entraîneur, enfin que le sélectionneur pour le coup, qui est dans la même idée. Donc ça c'est quand même intéressant parce qu'il y a certaines fois des frictions entre la fédération et le sélectionneur qui amènent malheureusement à se séparer du sélectionneur. Là c'est pas du tout le cas, donc c'est très positif. C'est Sean Edwards, qui est un ancien staff du Pays de Galles et qui est entraîneur de la défense. Et il est très, très réputé et c'est un expert vraiment de. D'accord. Voilà, je vous le dis. Il semblerait que ça marche, donc tant mieux. Ouais, ça Voilà, en tout cas, ce grand chelem, c'était attendu. Les Français l'ont fait, 5 victoires, 5 sur 5. Peut-être juste, il y a un joueur qui vous a marqué, qui était au-dessus du lot pour vous. De toute façon, on va tous dire Dupont, je pense. Dupont. Hein. Il a fait un tournoi monumental. Il y a faut le dire. rien à dire. Il a porté l'équipe de France sur ses épaules. Bon, après, l'équipe de France, elle joue à 15, mais Antoine Dupont, c'est ce meneur d'hommes, celui sur lequel on se repose aujourd'hui, parce que aussi le meilleur joueur du monde, mais il s'est prouvé sur un terrain son importance. Il sait marquer les essais quand il le faut, toujours bien placé. Pour la conclusion, donc en vrai, c'est juste le joueur parfait. Et pour moi, c'est lui qui nous a marqué. Ouais. Je pense que pour vous aussi, du coup. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, Là-dessus, même pas avis. grand-chose à pour le ajouter. 15 de France, on attendra les prochains tournois évidemment. Et comme tu le disais, pour venir rapidement sur l'Italie, on va donner comme le classement final. On était sous pression quand même en début d'après-midi, samedi, puisque l'Irlande avait battu les Écossais Avec le point. avec le point de bonus offensif. Finalement, l'Irlande finit deuxième à un point seulement de. Plus que ça. Parce que de- quand tu remportes un le grand un point. chelem, Un point. Un point. La France 22, l'Irlande 21. bah, il me semble que quand tu remportes le grand chelem, t'as 3 points en plus, je crois. Ou non, t'as automatiquement 25 points. La France finit premier, 22 points. Je vais J'ai le vérifier. classement devant moi. Ouais, non, mais c'est J'ai le classement devant moi. Tu me contrediras pas. L'Irlande, l'Irlande 22e, deuxième, 21 points. L'Angleterre qui finit 3e avec 10 points devant les Écossais, 10 points également avec une meilleure différence de but. Si, c'est Les ça, Gallois 5e, 7 points et l'Italie dernière 6 Cuillère de bois. 4 points en points. plus précisément pour Victor a raison. Il est en train de nous dire tant 77. Ouais, Qui nous t'as regarde. 4 points en plus quand t'as le grand 4 points en chelem. plus, c'est Ils ont ça. 25 points, ils ont le max de points. 25 points. Et Ce que je l'Italie n'ai pas dernier ce qui n'a pas été réactualisé alors dans mes fiches. L'Italie dernier, Bravo, c'est ça L'Italie dernière Une cuillère de évidemment. bois alors, comme il disait Alexis. 4 Je points. préfère aussi, Tantelli, bah enfin voilà. La seule qu'on un- connaît. Enfin quelqu'un qui réagit. Tantelli, t'arrives en retard d'ailleurs aujourd'hui. hein. Oh, ça va pas le faire. Voilà. Non, voilà en tout cas. Vous êtes dur avec Tantelli. Et Ouais, déception pour les Gallois aussi, qui étaient Ouais, pour les Gallois, ouais. champions en titre. Ils sont pas Déception. gagnés à tous les coups. Hein. Voilà, Ça c'est a ça. gagné, ça a été un. Non, mais ils étaient en dessous sur ce tournoi. Enfin, on a eu du mal contre eux, on a eu du mal contre eux, mais sur ce tournoi. Les Irlandais, ça aurait pas été volé si l'équipe de Non, France ils avait eu ont- des difficultés, mais en tout cas, ouais, l'équipe de France a mérité de bout en bout, il n'y a pas de souci avec ça. 25 points, je confirme pour l'équipe de France, autant pour moi. Ça fait quand même beaucoup d'erreurs hein, dans ce que j'ai dit des fois. C'est Ça bien, va, c'est- ça c'est- va. c'est bien de me Mais reprendre. non, t'inquiète. Ça arrive à tout le monde, ça arrive au On plus est là grand. pour te corriger, Antoine, t'inquiète pas. Voilà pour le rugby et on attend donc impatiemment l'événement 2023. Messieurs, il y aura également une autre équipe de France sur le papier ce week-end. Ce ne sera pas l'équipe de France de rugby, mais bien l'équipe de France de foot Demain. qui fait demain son retour à la compétition pour cette année 2022 à Descharnières avec la Coupe du Monde en ligne de mire au Qatar. La France qui affrontera donc dès demain la Côte d'Ivoire en amical. Messieurs, pour la préparation des Bleus, Tony, la Oui, France, bien sûr, et on bah, l'attend. La France qu'on attend impatiemment demain. Enfin, on attend surtout pour les surprises de la liste de Deschamps. Les 3 nouveaux joueurs convoqués pour la première fois avec l'équipe de France à Clairefontaine pour ce rassemblement. Christopher Nkunku, dû à ses super performances avec Leipzig en Bundesliga. Jonathan Klaus, très belle performance aussi pour lui avec le RC Lens depuis la saison dernière. Et William Saliba, le petit nouveau, l'un des plus jeunes, il me semble, qui vient remplacer Benjamin Pavard, blessé. Ou Covidé, je ne sais pas. Covidé, il me semble. Pardon. Ouais, Covidé. Covidé et qui vient remplacer Benjamin Pavard. Voilà, qu'en pensez-vous déjà, messieurs, de ces nouvelles recrues? Moi, je pense qu'on l'a déjà Des dit nouveaux pour sélectionnés. Nkunku et Klaus la dernière fois, même si t'étais Oui. pas là pour le coup. Il était C'est bien, Saliba, on c'est- sent que t'as écouté l'émission. Il nous le rappelle. Du coup, Ah, c'est bien. on l'a déjà dit, du coup je pense qu'on va juste évoquer Saliba qui est à mon avis un bon C'est joueur. logique, puis c'est logique aussi. Pour moi, C'est c'est pas d'une mal. logique implacable. pour le Non, coup. bah c'est bien, au moins ça va faire jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de venir, au moins ça fait tourner et c'est cool, ça permet
comment dire, d'agripper le plus de joueurs possible au groupe dans la phase de préparation pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une bonne chose, je pense. Puis il faut essayer avant de savoir ce qui nous convient. Donc Et bien sûr, sans oublier il aussi, faut essayer des nouveaux joueurs. suite à la blessure de Karim Benzema, le retour d'Olivier Giroud. Olivier Giroud en équipe de France. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je Lui pense qui est auteur de belles performances avec l'AC Milan, on espère qu'il va planter. Pensez-vous qu'il sera titulaire? Pour moi, oui, je pense, à la place de Wissam Ben Yedder. Justement, c'est la grande question, à Je savoir sais pas. comment Deschamps va recomposer l'attaque des Bleus. On va voir. Mais je pour pense- moi, c'est un match test, donc je suis pas sûr qu'ils mettent forcément Giroud titulaire Ah, pas parce que il a sélectionné des nouveaux joueurs et en général, il essaie au moins de les tester un Ouais, peu c'est au vrai. début. Donc on va Tiens, voir. Tantelli qui lui dit d'ailleurs, Côte d'Ivoire, après l'Afrique du Sud. Tantelli qui lui dit d'ailleurs sur le chat Kanté forfait. Kanté forfait aussi Kanté, également. faut le- C'est Mais vrai. du coup, il n'y a pas de joueurs Il a qui sont quitté le rentrés. rassemblement. Il me me semble non, il est pas. pas forfait, il était Non, il il a devait quitté partir le pour raison rassemblement personnelle, pour mais raison personnelle, il aurait pu revenir. En tout cas, est il est pas forfait revenu pour le l'instant. match de demain. Il est forfait pour le match de demain, c'est sûr. Je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à Giroud. Didier Deschamps a parlé dans la presse cette semaine en disant Ouais. qu'il comptait faire d'Olivier Giroud une pièce quand même assez importante dans son jeu parce qu'on peut pas mettre Olivier Ah, Giroud bien sûr. avec autant de sélections, avec autant de buts en équipe de France sur le banc. C'est très C'est pour ça que je compliqué. dis ça. C'est un choix difficile. Ça va pas faire comme tu vois. Après, c'était une Coupe du Monde, mais ça va pas faire comme Thierry Henry en 2010. Tu peux pas mettre un joueur de cette envergure-là quand même sur le côté. Après, On parle de Giroud, c'est peut-être un joueur qui n'est pas aussi bon que Karim Benzema, mais après tout son passé avec l'équipe de France, quand même le faire jouer un minimum, lui laisser sa Après- chance. Après, je trouve ça étonnant de la part de Deschamps de dire que Giroud va être une pièce maîtresse alors qu'il l'avait pas sélectionné à la base. C'est quand même assez paradoxal de dire ça. Ouais, il a pas vraiment dit ça dans- comme dans ça, ce mais en tout cas, il contexte-là. veut mettre Giroud dans son groupe pour Il a le. parlé de statut. Donc, Et surtout, Oui. surtout, vous vous rappelez pas un joueur qui a quand même pas été sélectionné depuis le 28 juin, élimination de la France en huitième de finale face à la Suisse à l'Euro. Vous vous rappelez pas un joueur d'envergure de Giroud juste pour le mettre lors des deux matchs amicaux sur le banc avec aucune minute de jeu. Oui, bien sûr. Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même après, de un la minimum, titulaire, Bah je si, sais pas. il est titulaire et il fait rentrer Ben Yedder. Enfin, je sais pas, ça me paraît Bon, on trop- verra bien. On verra bien les choses de Didier Deschamps. Les deux En tout cas, persistent. niveau foot, donc on retrouvera l'équipe de France demain au Vélodrome de Marseille contre la Côte d'Ivoire et mardi prochain au stade Pierre-Mauroy, chez nous à Lille, la France qui accueillera l'Afrique du Sud. Le 29 mars donc, mais aussi au foot, ça commence ce soir, les barrages de la Coupe du Monde. On a d'abord eu, ça a commencé hier, pardon, non, tout à l'heure, il me semble. Aujourd'hui, avec la zone Asie, entre le Japon et l'Arabie Saoudite qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2022. La zone Afrique se déroulera demain, vendredi 25 mars, avec donc la zone Afrique qui ne peut pas envoyer toutes ses équipes directement à la Coupe du Monde. Tous les pays devront passer par un troisième tour sous forme d'un match aller-retour. Et donc les rencontres auront lieu vendredi à 16h, République démocratique du Congo contre le Maroc. À 18h, le Mali contre la Tunisie. 18h ce jour, Cameroun-Algérie. 20h30, Égypte-Sénégal et Ghana-Nigeria. Et pour le match retour, le 29 mars, Sénégal-Égypte, Nigeria-Ghana, toujours Algérie-Cameroun et Tunisie-Mali. Je sais pas pourquoi je répète alors je dis pas les horaires, excusez-moi, c'est la fatigue. En tout cas, donc à voir pour la zone Afrique, des matchs très intéressants, notamment Cameroun-Algérie. Qui pensez-vous va se qualifier pour ce tour-là? Moi, je me prononce plus parce que chaque fois que je Ouais. me prononce, ça arrive le contraire. Allez, le Cameroun. J'avais prévu Nice la semaine dernière, Mais- c'est pour ça que. Et Égypte-Sénégal aussi a retrouvé Ouais, voilà. Sadio Mané contre Mohamed Salah. Bah, la précédente finale de la CAN, quand même, c'est Bien dur sûr. de voir une des deux équipes se faire éliminer et pas aller à la Coupe du C'est Monde. clair. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, on va voir. Non, puis c'est toujours très difficile de prédire, en tout cas en Afrique, ce genre de match. En fait, c'est toujours à chaque fois il y a des rebondissements assez incroyables dans ce genre de match. Et Surtout comme on a pu C'est voir lors de la difficile. dernière CAN. ouais, Il c'est y a eu ça. pas mal de rebondissements, on en Franchement, parlait les favoris dans n'ont des pas émissions. été là, donc, Ouais, tous les pronostics, enfin pas tous, mais la majorité des pronostics qu'on a pu donner pendant la Cannes se sont avérés faux. Enfin, donc, on verra bien. Et puis, pour ce qui est de la zone Europe, voie A, nous avons eu les équipes étaient réparties dans 3 voies. Voie A, Pays de Galles, Autriche, se déroulera ce soir à 20h45. Le Pays de Galles, du coup, donc les deux joueurs du Real Madrid, Gareth Bale contre David Alaba, qui vont s'affronter. Des coéquipiers qui se sont dit avoir hâte de s'affronter. On espère voir un beau match entre Pays de Galles et l'Autriche. Écosse-Ukraine dans la même voie, donc qui est bien évidemment reportée pour cause de guerre malheureusement en Ukraine. Et sur ce fait, la Pologne est directement qualifiée voie B, elle qui devait affronter la Russie qui est donc disqualifiée. Et enfin, 20h45 ce soir aussi, nous avons Suède, République tchèque.
Donc les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic vont-ils s'imposer face à la Tchéquie? On verra bien. Et voici, c'est là où les deux grosses équipes, on va dire, qui auraient pu se qualifier avant, vont potentiellement s'affronter. À voir ce soir, en tout cas, entre le match Portugal-Turquie à 20h45 et dans le même temps Italie-Macédoine du Nord. Donc là, logiquement, la logique sur le papier serait que le Portugal et l'Italie se qualifient et s'affrontent pour la petite finale de la Boissée. On verra bien. Qui pensez-vous sortira vainqueur de ces 4 équipes? Non, j'arrête de m'exprimer. Je pense que Tony va prendre ma place. Bon, déjà, je pense que il y a tout dit. ça va être compliqué pour la Macédoine du Nord, hein, on va pas se mentir. En général, quand ils jouent contre des grosses équipes, la victoire les attend pas. Pour moi, l'Italie devrait gagner logiquement. Et Portugal-Turquie, on peut s'attendre à une surprise. Mais moi, je me dis que le Portugal a la génération pour. Ils ont un leader qui joue peut-être sa dernière Coupe du Monde et qui va vouloir tout donner, Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Et qui va devoir tout donner pour jouer sa dernière Coupe du Monde, forcément. Ouais, alors, on verra bien ce que cela donnera. Ce sera tout pour moi, pour la section foot. Voilà, c'est une réaction, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Non, le Portugal, franchement, on attend beaucoup du Portugal, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut, expérience, jeunesse égale insouciance aussi, talent. Donc, après, attention, parce que le Portugal a pas mal de blessés. Pepe, Ruben Dias, Renato Sanchez, c'est que ceux que j'ai tête. Nelson Semedo. Donc il y a des cadres d'équipe qui sont pas là. Certains n'ont pas été sélectionnés par Santos. Il y a Joao Palhinha, il y a l'autre joueur de. Oui, donc ils s'en remettront dans tous les cas. Je pense qu'ils ont quand même les moyens pour se qualifier. Après, il y a des jeunes loups qui vont arriver derrière, qui vont faire un bon match, je pense quand même. Ils vont vouloir prouver, marquer des points. Thiago Diallo qui a été appelé. Diallo, oui, je pense qu'il a les épaules pour jouer, bien sûr. Je pense. Ça va. Avec Manchester, il est titulaire de plus en plus, il me semble. Pourquoi on parle du même Diallo là? On parle pas de Diogo Dalot, on parle de Thiago Diallo. Ah, pardon, j'ai pas entendu Thiago, j'ai compris Diogo Dalot. Pour le coup, c'est pas le même, mais bon. C'est pas grave, on peut se tromper. Je sais pas, parce que je pense qu'il sera pas titulaire. Thiago Diallo peut-être rentré. Non, il sera pas titulaire. Je sais même pas s'il rentrera, pour être honnête. Ouais. Non, pardon, je pensais vraiment que vous parliez de Diogo Dalot, de Manchester. Déjà qui remplace un des défenseurs centraux, je sais pas trop si c'est pas Pépé. Hein. Si, je crois. Pépé, si c'est Pépé. Après, il y a Ruben Dias qui est blessé aussi. Compliqué. Et Anthony Lopez, il me semble, qui n'est pas certain. Après, et en parlant d'incertain, Mbappé est incertain contre la Côte d'Ivoire. Ouais, ça va tomber dans l'équipe. Et voilà les infos. C'est pas les dernières infos qu'on a. Voilà pour le foot, je pense qu'on tout dit. Je pense aussi. Donc voilà les barrages à suivre ce soir. Portugal, Turquie et Suède-République tchèque pour la zone Europe. Des matchs importants pour la finale après, dans le but de la qualification de la Coupe du Monde. Ouais. Bon, on passe au sport auto maintenant, messieurs. Ouais. Moi, je pense. C'est parti. Le sport auto avec évidemment le Grand Prix de Formule 1 qui se tenait le premier de la saison, c'était à Bahreïn et il y avait beaucoup de questions qui allait évidemment être l'équipe qui allait s'afficher, qui allait l'emporter. Ferrari a réalisé le doublé. Ferrari, soyons fous, ils étaient fous. Je te laisse résumer. Bien sûr, du coup, victoire de Charles Leclerc après franchement un super week-end de Ferrari, un week-end signé vraiment du vendredi jusqu'au dimanche. Franchement, c'était assez fou de voir Ferrari revenir comme ça fait assez plaisir. Pour tout vous dire, quand même, de revoir Ferrari après 3 ans, une écurie mythique de Formule 1 revenir au premier plan comme ça faisait un moment qu'on l'attendait après 2 saisons passées au fond du peloton. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, avec le retour de Charles Leclerc, sa 3e victoire en Formule 1 après avoir signé sa 8e pole position ce week-end sur le circuit de Bahreïn. Et donc voilà, un week-end parfait pour Charles Leclerc qui s'est fait embêter d'ailleurs par Max Verstappen pendant une bonne partie de la course, pendant quasiment 3/4 de la course. Verstappen qui aura essayé plusieurs fois, 2 fois de undercutter Charles Leclerc. L'undercut, je ne vais pas vous expliquer longuement, mais c'est un peu dépassé avec le jeu des arrêts au stand. Mais du coup, Verstappen qui a eu un problème, c'était un problème de direction. Un problème moteur, donc plusieurs problèmes qui l'ont pénalisé dans sa course et qui l'ont poussé du coup à abandonner, ce qui a permis d'ailleurs à Carlos Sainz du coup de dépasser
de rester devant Sergio Pérez et d'aller chercher le podium, la deuxième place, donc le doublé pour Ferrari, et de laisser Lewis Hamilton aussi monter sur le podium. On ne l'attendait pas du tout ici, on n'attendait pas Mercedes à ce niveau-là, mais du coup avec l'abandon des deux Red Bull, parce que Sergio Pérez a abandonné aussi en fin de course, l'abandon des deux Red Bull qui a permis du coup à Lewis Hamilton de remonter en 3e position et George Russell de monter en 4e position, donc de très gros points pris par Ferrari et par Mercedes, alors qu'il y a 0 pointé pour Red Bull. Ça fait déjà un bon écart, mais bon, la saison est longue, faut pas se faire de soucis. Ferrari, ça fait plaisir de les revoir au top sur le devant de la scène. La dernière fois que Ferrari remontait à Singapour en 2019. Là, c'est un doublé. Ouais. C'était pas forcément attendu par rapport à la saison passée, mais on pouvait quand même le pressentir avec le prologue, avec ce qui s'est passé les essais hivernaux. On sentait que Ferrari pouvait faire un très très bon Grand Prix. Il y a eu la pole de Charles Leclerc qui avait confirmé ça le samedi, pardon. Et donc, Non, c'est clair, très belle victoire. On pouvait le sentir. On sait qu'en 2019, ils avaient un moteur surpuissant. Il y avait eu des problèmes avec la FIA à cause d'un problème de débitmètre. Du coup, c'est assez technique, mais bon, ils ont eu des problèmes moteurs. En 2020, ils ont été très loin à cause de ça. C'est pour ça d'ailleurs que Haas et Alfa Romeo étaient descendus parce qu'ils sont motorisés par Ferrari. En 2020, ça s'était amélioré. Et là, en 2021, on voit que ça s'améliore encore, que le moteur est de plus en plus puissant. Et d'ailleurs, il va continuer à être de plus en plus puissant parce que Ferrari n'a pas lâché encore tous les chevaux, ils l'ont dit récemment. Donc, il faut s'attendre à une grosse écurie Ferrari cette saison et c'est très bien parti en tout cas. Moi, j'aimerais savoir ton avis sur McLaren et Aston Martin. McLaren, c'est assez compliqué, mais on sait que sur le circuit de Bahreïn, à Barcelone, ils étaient assez performants. Ouais, ce que j'allais dire. Bizarrement. C'est bizarre. À Bahreïn, pendant les essais hivernaux, ils avaient eu des problèmes de frein. Des problèmes des écopes de frein qui n'étaient pas suffisamment efficaces, qui n'arrivaient pas suffisamment à refroidir les freins. Et à Bahreïn, il fait chaud. À Bahreïn, il y a du sable qui vient aussi boucher les écopes de frein. Donc, il n'y a rien qui a aidé forcément McLaren. Après, à Barcelone, ils ont été performants, mais c'était des essais hivernaux. Est-ce que c'était du bluff? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le dur depuis le début et ils ont juste essayé de bluffer? C'est ça la question aujourd'hui qu'on a, mais on aura notre réponse peut-être ce week-end à Jeddah. Mais à Jeddah, il fait aussi chaud. Il y a aussi du sable, donc c'est assez compliqué encore de dire ce qui se passe pour McLaren, mais c'est une très grosse déception. Et Aston Martin, pareil. Aston Martin, c'est très compliqué. C'est assez bizarre parce que d'ailleurs, McLaren et Aston Martin sont motorisés Mercedes. Ouais. Et c'est assez étrange de voir que ces deux écuries-là sont tombées assez bas pendant le dernier week-end. Mais bon, la saison va être longue et la course au développement va être très importante. Alors ça ne veut pas dire qu'ils resteront à ces positions-là jusqu'à la fin de la saison en tout cas. Voilà. Il est bon. Non, et puis il y a eu d'autres faits aussi qui ont marqué ce Grand Prix, j'ai pas tout dit. Il y a eu le problème moteur de Pierre Gasly, le moteur qui a commencé à partir en fumée avant la fin du Grand Prix. Ça a généré d'ailleurs une safety car qui a ensuite causé les problèmes de Max Verstappen moteur aussi. Bon, voilà. Très bonne performance d'Esteban Ocon, 7ème, après être parti 11ème et avoir écopé de 5 secondes de pénalité après son choc avec Mick Schumacher au premier tour, au 5e virage. Et d'ailleurs, en parlant de Kevin Magnussen, une jolie 5e position, 10 points de marqué pour Haas qui n'avait marqué que 3 points ces dernières saisons en cumulé. Et ouais, Kevin Magnussen du coup qui a repris la place de Nikita Mazepin en début de saison. Très bon choix de Haas pour le coup. Ouais, très bon choix de Haas qui était resté en contact avec Kevin Magnussen et au final on voit que Kevin Magnussen n'a rien perdu de son talent et quand on lui donne une voiture performante entre les mains, et il va chercher les points, il va chercher les positions et c'est ça qu'on lui demande. Bottas aussi. Bottas 6ème, il y a beaucoup de choses à dire en tout cas pour ce Grand Prix, mais Bottas 6ème avec Alfa Romeo qui a pas mal bataillé avec Russell, en tout cas ils n'étaient pas très loin l'un de l'autre en piste et ça fait plaisir aussi de voir Bottas qui arrive à performer avec une voiture qui est moins bonne que la Mercedes mais qui performe avec une écurie du coup qui est moins bonne mais qui reste quand même assez correcte. C'est sûr que As 5ème et Alfa Romeo 6ème, c'est sûr, de la surprise. Il y avait une grosse cote. De la surprise. Il y a aussi le retour de Nico Hülkenberg. De Nico Hülkenberg, de Vettel. Avec une Aston Martin assez compliquée. Ouais, c'était très compliqué. Et puis il y a Guan Yu Zhou aussi, premier chinois piloté en Formule 1. Et sa première course et son premier point. C'était une question de quiz. Ah bon, c'était une info principale quand même, donc voilà. Je l'ai dit. Tant pis. Ça fera un point moins, dommage. Voilà pour la Formule 1. D'ailleurs, les essais libres commenceront demain. Les essais libres commenceront demain. À Jeddah. À Jeddah, en Arabie Saoudite, ouais, c'est ça. Et donc, Grand Prix dimanche sera 19h, il me semble, l'heure française.
Voilà. 19 heures. Un Grand Prix qui avait été très chaud l'année dernière. On se souvient que Lewis Hamilton était rentré dans Max Verstappen qui avait lâché un petit coup de frein, mais bon, on en avait parlé dans une émission. C'était l'avant-dernière Et saison. c'était l'avant-dernier Grand Il y Prix de la avait trois saison victoires, et il me semble. c'était un très gros Grand Prix. Voilà. Voilà pour la Formule 1. Et on va passer à la Formule 2. Il y avait Ouais. aussi la Formule 2. ce Bah, week-end. Formule 2 et Formule 3, Formule on a 3. vu des Français, c'était franchement le week-end cocorico, bleu, blanc, rouge, tout ce que vous voulez en Formule 2 et en Formule 3. C'était quelque chose, donc du coup ouais, on a vu Isaac Hadjar, Victor Martin, c'est Théo Pourchère briller, les Français du coup en Formule 2 promotion. Isaac Hadjar, jeune Français de 17 ans qui vient d'arriver en Formule 3, qui est donc aussi suivi par la Red Bull Junior Team. Et pour sa première course en Formule 3, première victoire pour la course sprint, c'est le modèle court un petit peu de la Formule 3, avec moins de tours et une course plus rapide qui décerne d'ailleurs moins de points, mais qui reste quand même très importante. Première victoire, première course pour Isaac Hadjar, qui avait d'ailleurs signé le meilleur temps pendant les essais hivernaux en Formule 3. Donc c'est un très beau week-end. Victor Martins, le lendemain, qui signe sa victoire avec Hard Grand Prix. Donc il avait connu une première course sprint assez compliquée, mais il est allé signer sa première victoire. Il joue le titre cette saison, c'est très bien parti pour lui. Et Théo Pourchère, pareillement. À l'image de Victor Martins, il a connu une course sprint assez compliquée, mais il est quand même allé signer la victoire après avoir signé une deuxième place au chrono pour la qualification. Il est allé gagner cette victoire, donc Théo Pourchère aussi, qui commence sa saison comme il faut. Voilà. La relève française. La relève française, ouais. On a des petites pépites qui arrivent. Isaac Hadjar, retenez bien son nom parce qu'il risque de faire parler de lui cette saison en Formule 3. Peut-être qu'il aura un baquet la saison prochaine. La saison, elle est longue, mais Isaac Hadjar, en tout cas, ça va être un personnage, je pense. Voilà pour la Formule 1, la Formule 2, la Formule 3. C'est vrai que c'était un gros week-end. Un gros week-end, ouais. Et pour continuer sur la joie des Français, à noter que dans le cadre du WC, championnat du monde d'endurance, c'est Alpine qui a créé la surprise en s'imposant devant Toyota. Voilà, Alpine qui s'est imposé à Sebring et qui donc commence sa saison avec 25 points dans l'escarcelle. Ouais, Alpine en sport automobile qui commence à avoir son plan marcher de mieux en mieux. On sait que Alpine en WEC ça investit beaucoup, en Formule 1 ça investit beaucoup aussi, de temps et d'argent. Ça commence à marcher et l'Alpine, en Formule 1 ça a gagné la course l'année dernière, après c'est encore un petit peu compliqué, ça joue le milieu de tableau, mais en WEC ça marche et c'est cool à voir, c'est beau à voir en tout cas, c'est sympa. Voilà la suite, c'est vrai, de la saison. MotoGP. Et le MotoGP, j'avais oublié. Le MotoGP, du coup, c'était le deuxième Grand Prix de la saison. Ouais, deuxième Grand En Prix de la Indonésie. saison, donc en Indonésie, ouais, c'était sur le circuit de Mandalika. On avait un Portugais gagné, remporté la course, Miguel Oliveira qui allait remporter le Grand Prix et devant deux Français, du coup, encore des Français qui ont brillé ce week-end, c'était beau à voir. Fabio Quartararo qui avait signé la pole le samedi, qui finit donc deuxième derrière le Portugais. Joan Zarco, troisième. Son premier podium aussi cette saison avec Fabio Quartararo, les deux pilotes qui avaient terminé 8e et 9e pour le premier Grand Prix, et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. C'est beau, et à noter aussi la grosse chute, la très très grosse chute de Marc Marquez qui est encore tombé encore une fois avec une Honda qui souvire beaucoup, qui dérape beaucoup avec son pneu arrière en plein virage, et ça en moto ça pardonne pas, les high side comme on appelle ça. Ça l'a fait monter à quasiment 2 mètres de haut, à 180 km/h. Sacré crash. Donc ouais, la chute très très impressionnante. Il est resté quelques secondes au sol, un peu sonné, et il est encore de nouveau victime. Il avait été victime de problèmes au cerveau qui troublaient sa vision. Et là, c'est encore le cas, parce qu'il avait eu un accident en novembre dernier. Et là, c'est de nouveau le cas. Cet accident qui lui remet des problèmes au cerveau, donc c'est assez un peu compliqué. C'est vrai qu'il tombe beaucoup, j'ai l'impression, ces derniers temps. La saison dernière et là. Depuis 2020, ça a été très compliqué. Il a signé une victoire l'année dernière en 2021, ou 2 victoires, il me semble. Mais ouais, Marc Marquez, c'est très compliqué. Il a du mal à retrouver ses sensations. Il a du mal à retrouver la moto qu'il avait avant aussi. Il a du mal avec la Honda. Et ouais, c'est toujours les mêmes problèmes. En général, les chutes de Marquez, c'est des high side, c'est-à-dire que son pneu arrière part un petit peu de travers et après ça vole, ça le catapulte. Donc, Il y a la chance que la moto ne lui retombe pas dessus. c'est sûr. Ça aurait pu être bien plus grave. C'est clair. Voilà. Pour le MotoGP, donc les deux Français quand même là également à la fête. Ouais. Comme tu le dis. Super. C'est vrai que c'était un beau week-end. C'était un beau week-end de sport. Sport auto, et on espère que ça le sera également ce week-end. Voilà. Pour les sports auto, vous n'avez pas de choses à ajouter, monsieur? Non, il a tout dit. On va passer alors au tennis. Au tennis, c'est le tournoi de Indian Wells qui marquait le premier Master 1000 de la saison.
Cocorico, bah non. Non, Le premier Master 1000 de la saison qui s'est terminé, Alexis, avec une victoire surprise en finale de Fritz, l'américain, qui a du coup battu Nadal. Après, c'était un peu le match des blessures, j'ai envie de dire, parce que Nadal n'était pas forcément en forme. D'ailleurs, il ne participera pas au tournoi de Miami. Fritz, qui lui avait une douleur aussi à la cheville, du coup, il n'était pas sûr de participer avant la finale et les kinés ont fait un travail magique. Et du coup, il s'est imposé contre Nadal à la surprise générale, 6-3, 7-6. Donc dans la finale masculine, belle performance pour lui quand même, qui était tête de série numéro 20 avant le tournoi et qui va passer tête de série numéro 13 mondial normalement à l'issue de celui-ci. Donc une très belle performance pour lui et surtout s'offrir Nadal en ce moment, c'est quand même quelque chose. Du côté du tournoi féminin, c'est Swiatek du coup qui a gagné. J'avais dit notamment que la gagnante du match entre Alep et Swiatek allait certainement remporter le tournoi et ce fut le cas contre Sakkari du coup en finale 6-4, 6-1, donc elle n'a pas vraiment douté et je pense qu'elle a fait le tournoi approprié pour gagner ce match-là, donc pas de souci pour elle. Petit point aussi sur les doubles, du coup c'est Sock et Isner, les deux Américains qui ont battu Gonzalez, le Mexicain, et Roger Vasselin, Cocorico, le Français, qui n'a pas gagné pour le coup. Dommage. Belle tentative quand même. Du côté du double des femmes, c'est les Chinoises Yang et Xu qui ont gagné contre l'Américaine Muhammad et la Japonaise Shibohasa. Voilà pour les doubles. Donc Iga Swiatek qui va du coup passer certainement numéro 1 mondial à l'issue du tournoi de Miami. Si elle passe le premier tour lundi, puisque c'est la mise à jour qui veut ça, c'est tous les lundis en général. Et c'est pas que grâce à ses performances, comme vous le savez je pense, récemment il y a eu une annonce qui a fait le buzz dans le monde du tennis. C'est Ashley Barty qui du coup prend sa retraite à 25 ans. Tu me l'as échappé des mots. Je pense que ça a fait un peu le tour des médias. Elle a fait une vidéo sur son compte Instagram où elle a expliqué que elle avait tout simplement plus l'envie, plus forcément la volonté de participer au tennis de haut niveau en ce moment, et du coup elle part du circuit WTA avec 3 victoires au Grand Chelem, Roland Garros en 2009, Wimbledon en 2011 et l'Open d'Australie en 2022 chez elle. Du coup elle finit du coup sa carrière, enfin si elle ne revient pas, parce que c'est à prendre avec des pincettes quand même, parce qu'on sait que les sportifs reviennent généralement à leurs premiers amours, avec 15 victoires en simple et 12 en double, donc déjà une belle carrière quand même à 25 ans. On peut quand même regretter qu'elle n'ait pas gagné l'US Open en simple, elle l'a gagné en double, c'est le seul d'ailleurs qu'elle a gagné en double, c'est le seul tournoi du Grand Chelem qui lui manque, donc dommage pour elle qu'elle n'ait pas fait, j'ai envie de dire, le tour du circuit et gagner tous les grands chelems, puisqu'elle en avait largement les capacités pour le coup. Donc une décision assez étonnante, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ouais, c'est ce qu'on se disait un peu avant l'émission, hein. Elle a 25 ans. Bon, après il y a certainement des envies, peut-être, j'en sais rien, de fonder une famille, peut-être aussi un peu de ça. Peut-être qu'elle en a marre un peu du circuit, de voyager autour du monde, ça arrive souvent aussi en tennis. Hein. Ouais, on sait qu'elle avait notamment pendant son adolescence fait une pause de 2 ans pour profiter d'une vie d'adolescente normale, ce que peu de sportifs de haut niveau osent faire, ou avoir peur de perdre leur carrière justement. Donc une sportive assez atypique qui veut pas du coup que sa carrière sportive dépasse sa vie personnelle. Donc voilà. Et puis on a vu Brady revenir de sa retraite récemment. Peut-être que Barty fera pareil prochainement, on sait pas trop. Barty, ça se ressemble beaucoup. Ouais. À noter que Brady a une sœur justement qui est tennisman sur le circuit professionnel. Tennis girl. Il s'y connaît. Voilà. Parfait. Oui, tennis girl. Merci pour ces infos. Ouais, j'ai fait tomber ma feuille. Voilà pour le tennis. Il y a le tournoi de Miami aussi. Oui, alors on aurait peut-être pu revenir sur la sur la défaite de Nadal, peut-être qui avait gagné tous ses matchs depuis le début de la saison. Ouais, après il était victoires diminué sur 21 et bon, c'est une première surprise, il va revenir évidemment. Après, il est diminué. D'ailleurs, il participera pas au tournoi de Miami parce qu'il a une fêlure à une côte. Du coup, donc il a quand même joué avec sa fêlure à la côte. Du coup, on sait pas trop s'il était vraiment dans.
dans une mauvaise passe au moment de la finale et si vraiment il sentait la douleur, mais en tout cas il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Après, il ne faut pas chercher d'excuses, je pense que Fritz a mérité sa victoire. Ouais, mais... Ouais, il a dû prendre des petits Doliprane, je pense, avant de jouer Nadal. Ouais, pas que des Doliprane, à mon avis, parce que pour une fêlure à une côte. Oui. Mais je pense qu'il reviendra très vite, Nadal, pas de souci. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir envie d'arrêter en tout cas. Et donc le tournoi de Miami. Du coup, le tournoi de Miami, Cocorico ou pas, du coup, parce que bon, les Français ne brillent pas pour l'instant. Alors, ça a commencé du coup hier avec une superbe défaite de Benoît Paire, on a l'habitude, en 3-7 contre Laxonen. Dommage, bon, on s'y attendait un petit peu parce que Benoît Paire, il est plus connu en ce moment pour ses coups d'éclat en dehors du terrain que sur le terrain. C'est méchant parce qu'en plus, récemment, il a été bon, hein, franchement. Oh, pas terrible, mais bon, bref, passons. Bon, c'est du Benoît Paire. Bon, Gilles Simon, il confirme qu'en ce moment, c'est pas trop son moment non plus. Il a perdu 7-5, 6-1 contre Jacques Draper. Hugo Gaston, lui, qui a gagné. Yes 6-2, 6-1, donc belle victoire pour Hugo Gaston en 64e. Donc ça, c'est bien pour les Français quand même. Il relève un petit peu le niveau. Sinon, aujourd'hui, il y avait d'autres Français qui jouaient. Richard Gasquet qui a perdu contre Kokinkis. Bon, encore une défaite pour un Français. Manarino s'est incliné contre Nick Kyrgios. Bon, lui, il était opposé à un joueur quand même confirmé du circuit, donc 7-6, 6-3. Tsonga va jouer aujourd'hui, normalement, contre Thompson, australien. Donc, on va voir ce que ça donne. Tsonga, c'est assez aléatoire en ce moment, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Benjamin Bonzi aussi, qui va jouer contre Paul. On ne sait pas trop ce que ça va donner non plus. Contre qui, contre Paul? Paul. Et j'ai pas son prénom. C'était Paul. C'était Paul. Je ne l'ai pas noté malheureusement. Et Arthur Rinderknecht qui va jouer aussi aujourd'hui. Donc je pense. Est-ce qu'il y a... et Hugo Humbert, merci de me l'avoir rappelé, qui jouait tout à l'heure du coup et qui s'est imposé 6-3 contre 3-6, 6-3 Beden de Slovène. en 3-7. Donc plutôt positif. Ouais. Alors que du coup vendredi, les favoris vont faire leur entrée en lice. Medvedev, Tsitsipas, Rublev qui a un coup à jouer vu qu'il n'y a pas Nadal notamment, Berrettini, mon fils quand même, le français qu'on attend peut-être le plus au tournant étant donné son classement en ce moment. Zverev aussi qui peut faire un bon tournoi, donc voilà. Et du côté français, du coup, Gaston qui s'est qualifié, qui jouera contre Isner, pas de chance. Ça le va être tirage dur. est pas, Ça va être dur. Ouais. et pas un cadeau pour lui, mais bon, déjà, Il il s'est qualifié, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc on peut le féliciter quand même. va falloir être bon sur les retours, sur les services à 220. Allez. Ouais, parce que Isner, c'est un très très gros serveur du circuit, peut-être un des meilleurs, donc ça va être compliqué. T2 série numéro 20 en ce moment, Isner, donc il joue pas mal. Ça va être compliqué pour Gaston. Et puis c'est clair, comme tu l'as dit, en plus on attend mon fils, hein. On l'attend. C'est parce que Bah après ouais, ce qu'on a mon vu fils, face à Medvedev et quand on l'a vu complètement passer à C'est côté clair. de son match juste après, bon, on attend gros. Il a fait quand même un coup d'éclat récemment quand même contre Medvedev, donc on peut se dire qu'il peut faire un bon tournoi, on va voir, mais Ouais. On verra bien. Bah, c'est un peu ce qu'on a avec les Français, on peut passer du meilleur au pire. Vraiment très peu de matchs. Donc bon, on va Très voir. irrégulier. pour l'instant, hormis mon fils, il n'y a pas grand monde. Ce que j'allais De dire, toute façon, on le a plus de côté pire que de meilleur pour l'instant. du tennis masculin. Du coup, à noter l'absence de Djokovic, toujours pour cause de vaccin, mais il reviendra bientôt. Ça devrait se régler rapidement. Il sera là à Roland Garros et puis même pour la saison sur terre battue normalement. Il y aura Oui, plus, parce que du coup, Roland Garros, c'est plus besoin de vaccin. il y aura plus de toutes ces restrictions sanitaires en place. Ok. Voilà. Voilà, pour le tennis, je trouve qu'on a tout dit. Voilà. On passait alors, messieurs, aux infos sport en vrac. Très bien. Les infos sport en vrac aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a du cyclisme, du biathlon et du handball. Alors, on va d'abord parler du cyclisme. Victor, il s'est passé quoi en cyclisme? Écoutez, encore une fois, la Slovénie a été mise à l'honneur sur la planète vélo. Ouais, j'ai pas compris. Mise à l'honneur. Mise à l'honneur, pardon. Ouais. Bref. Si c'est bon corrigé, Alexis. T'inquiète pas, j'hésiterai pas à te corriger si nécessaire. Mais cette fois-ci, ce n'est ni Pogacar ni Roglic qui sont à l'honneur, mais Matej Mohoric de l'équipe de Bahrain Victorious qui a remporté la Primavera de 2022, donc Milan-San Remo. Si vous préférez, on peut appeler Primavera ou Milan-San Remo. C'est mieux, merci. Très bien. Une course qui fait partie des 5 monuments du cyclisme sur route. Vous connaissez les 5 monuments, messieurs? Ouh, question du quiz peut-être. C'est pas dans le quiz.
Non. Les 5 Je ne monuments, connais il y a pas les Paris-Roubaix, peut-être. Ouais. Paris-Roubaix, San Tour des Remo. Flandres, Milan-San Remo, ça fait Tour 3. des Flandres, ouais. Il y a. Je connais pas les Liège-Bastogne-Liège. L'Estrade du Moquet, ça rentre pas dedans. Non, c'est le Tour de Lombardie. Ok, ça marche. Bah écoutez, Merci Victor. D'accord, Merci très Victor. bien. Ok, ça Donc, ressemble, c'est bien aussi. présent dans le bon groupe, en haut du podio, malgré les attaques de Pogacar, Van Der Poel et Van Aert, Mohoric va passer lui à l'attaque dans la descente vers San Remo et il va tenir jusqu'à la ligne d'arrivée où il va s'imposer devant le français Anthony Turgis qui a attaqué à 500 mètres de la ligne. C'est une belle performance pour le français, mais comme j'avais déjà dit à Tanguy, c'est souvent en retard. Il est toujours en retard, Anthony Turgis, même sur le Tour des Flandres. À chaque fois, il était derrière le Tour des Flandres de l'année dernière. Il était tout le temps. Il arrivait à attaquer, mais après tout le monde. On sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi. mais- Il y a peut-être pas forcément les gens, mais après, Ouais, c'est sûr c'est ce qu'il que y je avait veux peut-être un coup à jouer. Il y avait peut-être un coup à jouer ce coup-là sur San Remo. Après, bon, c'est. Bon, c'est bien quand même un deuxième. Ouais, ça reste une très belle Ça performance. reste C'est C'est de bonne clair. augure pour la suite. Et Arnaud démarre 10ème. On démarre 10ème et quand t'as Paché dans les 20 aussi. Ouais, il est, Quentin Paché, je vais te dire ça. Il est 20ème, Quentin Paché. Parfait. Ouais. On l'attendait pas trop là d'ailleurs quand on passait parce qu'un top 20 sur San Remo, ça reste. Il fait une saison correcte quand t'as Paché. Il vient tout juste d'être transféré à la FDJ. Et non, franchement, c'est pas mal. Après, bon, toujours en retrait parce qu'il est souvent au service de ses coéquipiers pour Arnaud Démarre là. Mais bon, moi, pourquoi pas le tenter en tant que leader sur une petite course. Justement, le Grand Prix E3, enfin le 3, maintenant c'est l'E3 classique a lieu vendredi en Belgique et dimanche la classique Gand-Wevelgem. Ah, ça va être un gros week-end du Ça coup. va être un beau petit, ouais. Il y avait Oh, je aussi, sais pas, mais. il y Ouais, avait c'est des aussi belles courses. du Tour de Catalogne cette semaine avec Ouais. cette mauvaise nouvelle. Lundi, ouais, Sonny Colbrelli qui a été victime d'un malaise cardiaque après la première étape du Tour de Catalogne. Alors qu'il venait tout juste d'arriver deuxième, il a fait un malaise juste après la ligne d'arrivée et les secours ont vite prodigué un massage cardiaque. Et Bahreïn Victorious, son équipe, a depuis rassuré en disant que la situation était bonne. Alors est-ce qu'il va revenir cette saison? Et même sur le vélo, on ne sait pas, mais en tout cas on lui souhaite parce que, comme on avait dit, il a fait une très bonne saison l'année dernière. Cette année, déjà deuxième là, alors que c'était sa reprise. Bon, il était malade sur Paris-Nice, du coup il avait dû abandonner. Mais là, il avait fait deuxième de la première étape. C'était de bon augure pour la suite, mais bon. Dommage. Il va peut-être passer quelques mois sans courir, hein, comme Eriksen l'avait fait au football, et il va peut-être revenir après dans une. Ouais, je sais pas. c'est- Par contre, on a moins d'infos, donc peut-être que c'est moins grave qu'on le pense, Ah mais en tout cas, on sait juste que enfin, on a juste vu que les secours ont fait un massage cardiaque. Donc après, est-ce qu'il a fait un malaise cardiaque? Bon, je suppose, mais. Ouais. On n'a pas vraiment d'infos. Donc, C'est dommage pour Colbrelli. Ouais, Ouais. c'est triste, on espère. Triste. Un prompt rétablissement néerlandais. tout à fait. Regardez, t'as dit? Quoi? T'as dit Ah, l'italien, L'italien. excusez-moi. Pas de soucis. Tony avait des infos du hand aussi, Golden League. Bien sûr, la France qui remporte la Golden League, peut-être, enfin sans doute pour la dernière fois. Voilà, donc la Golden League, je le rappelle, qui était une compétition internationale amicale entre la France, la Norvège et le Danemark. Bon, on les a clairement, les deux équipes, on les a clairement battues, ok. Je m'attendais à autre chose. Large victoire de la France sur la Norvège, 37-29, avant d'affronter à Aarhus le Danemark et avec une belle victoire 28-26. Les Français qui ont pu compter notamment sur Quentin Mahé, 5 tirs réussis sur 6, dont 3 pénaux, enfin 3 penalty. Un grand Luka Karabatic aussi, notre capitaine, 4 buts marqués sur 5 tirs tentés. Et Fabregas, 5 buts sur 8 tentés. Donc voilà, une très bonne équipe de France. Ouais. On s'attendait à ce qu'ils arrêtent cette compétition, dû aussi au nombre, au déplacement sans doute, et puis le fait que ça s'affronter à ces grosses équipes, c'est bien, mais en fait ça permettait de travailler les stratégies et forcément et d'affronter de grosses équipes comme ça. Un espèce d'entraînement. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une compétition amicale et du coup, la France veut arrêter cette compétition. La France, c'est pas la Golden League qui s'arrête, c'est la France. C'est la qui Golden s'arrête. League, ça arrête, je crois. La Golden League, c'est vrai. Oui, bah justement, puisque la France est créateur de cette compétition avec De toute la façon, Danemark et la Norvège. Il y a, Je sais pas. pour le coup, les matchs n'étaient pas non plus de niveau international comme on a vu dans les compétitions précédentes, donc c'était pas non plus une gloire immense de le gagner. Ça À reste noter quand même forcément que par amical. contre, Fabregas, que tu as cité, qui a fait des bonnes rencontres et est parmi les joueurs qui peuvent être élus meilleurs joueurs du monde. Du coup. Oui. Ah oui. Donc bravo à lui quand même. On aurait pu la comparer à la Le pivot Nations du League. Barça.
Oui, bien sûr. Ouais, on peut comparer à ça. Ah d'accord. L'année chez. Ouais, chez- c'est Sauf qu'il y a moins exactement d'équipes, il n'y a que 3 équipes, c'est tout. Ah, il y a que. Ah, Oui, bon, bon, d'accord. que Que- je sais pas, bon, je je connaissais sais même pas. pas ce. Ok. Après c'est des bons matchs d'entraînement quand même. Donc, voilà. Ouais. Voilà pour les Voilà, infos. Non, attends, il reste du biathlon. Et bien j'allais dire. Voilà pour les infos de C'est- handball. Voilà pour les infos. Hein. Ça veut dire que c'est la fin des infos. Il est insolent, ce garçon. Ne coupe C'est pas bien, le présentateur. Et- insolent. Vous avez vu ça un peu? Du coup, on passe au. On passe au biathlon. Voilà. Je l'annonce. Au biathlon. Ah ouais, C'est une place, c'est Victor. à Oslo, Quentin Fillon-Maillet a décroché le petit globe du sprint après avoir déjà eu celui donc, de la poursuite et le gros globe de cristal. Donc saison parfaite pour le français après des jeux aussi totalement réussis. A noter aussi que Justine Brezaz s'est imposée sur la Mastart dimanche et elle remporte aussi le petit globe de la spécialité. Et enfin, Anaïs Bescon a annoncé sa fin de carrière, elle qui avait déjà fait 3 podiums sur les JO de Pyeongchang en 2018. Voilà pour la retraite d'Anaïs Bescon. Et donc, on l'avait dit contre Fillon-Maillet qui, en plus de ça, et on l'avait dit la semaine dernière, qui s'était jugé le gros globe de cristal. C'est un résultat évidemment mérité au vu de sa saison et des médailles qu'il avait rapportées aux Jeux Olympiques déjà et du nombre de podiums et des courses. On a remporté 15 de courses sur 15. cette saison de Coupe du Monde, donc C'est énorme. c'est un très beau classement et une belle récompense. C'est Ouais. prometteur pour l'avenir. Une saison digne de Martin Fourcade de C'est ce que j'allais Dualisme. C'est ce que j'allais dire, on a trouvé notre nouveau Martin Fourcade. Ah oui, là pour le coup, il n'a pas déçu. Quentin Fillon-Maillet. Et pourtant, on a annoncé Emilia Jacquelin, mais. Qui finit 5ème de la Coupe du Monde. Ouais, et 3ème de ma star, je sais plus. Bon, c'est pas des mauvais résultats, mais. Non, mais je veux dire, y a on pas a un annoncé, bruit. plutôt Emilia Jacquelin en tant que successeur à Martin Fourcade. Et pourtant, c'est Successeur. Pour l'instant, c'est plus. J'ai dit successeur. T'as dit succédeur. Bon, bref. Et bah, du coup, c'est Quentin Fillon-Maillet. Non, mais c'est pas grave, ça arrive de se tromper. Il est insolent aussi, ce Et garçon. vous êtes insolent, vous êtes incorrigible aujourd'hui. Voilà C'est pour le biathlon qui marque cette fois-ci enfin les infos sport en vrac. Du coup, on va passer au quiz, monsieur. Allez, Ah, quiz, ça le fait fameux longtemps. quiz, Allez, ça fait très longtemps Qu'est-ce que j'ai hâte de mon cul. Avec une question F1 en moins à cause de moi, dommage. Un point, il a gagné un point. Il peut toujours la poser. Les Bon, questions, On s'en fiche. vous allez Plus voir. rapide. Les questions. Il y a au moins un sujet où je vais avoir des mots à dire sur cette émission, donc le quiz. Avec donc aujourd'hui 5 questions plus un pronostic de match. Incroyable. C'est beau. Super. Du coup, la première question qui ne concernera pas la F1. Dommage, Dommage. je suis déçu. Mais c'était une info essentielle. Ah. C'est pour ça que j'ai Je suis trop complet, non, il faut le dire, Non. faut le dire. C'est pour ça que j'avais prévu assez large dans les questions. Voilà. L'équipe de France, donc, vous l'avez donc, on l'a dit en émission aujourd'hui, a réalisé le Grand Chelem samedi dernier en rugby après sa victoire donc sur l'Angleterre. Et on a parlé que Fabien Galtier, depuis qu'il était là, avait permis à cette équipe de France de se renouveler. Il a réalisé donc le doublé puisqu'il avait déjà gagné en tant que joueur. Mhm. Monsieur, c'était en quelle année? Les années 80. 87. 87 pour Tanguy. Ouais. 92. C'est pas 87, c'est pas 92. Le doublé de quoi Mais en tant que joueur, il a doublé gagné. joueur sélectionneur. Ah oui. 85. On fait les tours. 85, il reste Victor à répondre en soi. 89. Le Grand Chelem. Non, moi j'aurais dit il y a moins longtemps, j'aurais dit Ouais, moins longtemps, 2002 peut-être. 2002. Ah, bien joué. Très bien, 20 ans Ouais, non, après. c'est vrai, 87, Ouais, il est pas 20, C'est vrai qu'il est ça. pas si Et vieux. destination, ça, je sais pas si ça a été créé en. Moi, je te le dis tournoi en de destination, C'est pas été quand l'Italie a rejoint en 2000. Ouais, c'est ça. Hein. Donc 2002. Comme dit Deschamps finalement avec le foot, 90-2018. Là, Galtier pour le rugby, c'est 2002-2022. Le jeu Victor. Victor, C'est un le point. boss. Décidément, Très belle année, Fabien ouais. Galtier, ils sont 2022. Sur le foot comme au rugby, ils sont. Je te jure, les Galtier, Les c'est deux. Les Galtier, c'est quelque chose. La deuxième question du quiz, c'est une question foot. J'espère que vous avez suivi la Ligue 1, messieurs, Oui. le week-end dernier. Vite fait. Qui a marqué dans le derby méditerranéen entre Marseille et Nice le dernier but Marseille, le but de la victoire. Under. Milik. C'est pas une heure. Je te dis quoi toi J'ai Milik, dit Milik. Under, c'est pas ça. Milik a marqué, c'est le premier but. Alors, Ah, c'est c'est Marseille. Under. Ah non, C'est Bender. C'est pas Camara Harry Tobakambu. Non, Ah, Bakambu.
Ah, Bakambu. C'est moi qui ai dit Bakambu. Ah, Bakambu. mais- Ça dit, il a- Ah. J'ai pas T'as dit entendu, où mais- T'as dit où T'as pas dit. T'as Ouais, pas c'est dit. vrai. Mais j'ai dit en premier Bakambu. Ouais, mais si tu les cites tous. Ah, mais si vous répétez derrière moi, c'est Bon, ceux qui disent en le, premier. le point pour Tony. Le point pour Tony. Oh, quel gratte-ciel. Je l'accorde. Je l'accorde ce point-là pour Tony. Comme d'habitude. Une autre question fausse, on n'a pas eu le temps de l'évoquer dans la rubrique foot, mais il y avait le Classico Real Barça Mhm. le week-end dernier. Question un peu simple si vous avez suivi au moins le résumé du match. Ouais. C'est au plus rapide. Qui a inscrit le doublé côté Aubameyang. Barça? Aubameyang. Ah, pff, ouais. Ouais, mais ça, c'est une Ouais, question ouais, trop non, facile. Il y a mais- tout le monde qui a répondu en même temps. Ouais, là, Je crois que c'est Victor au milieu de 2 secondes. Quoi Je crois que c'est moi. On a tous répondu en même temps. Je crois que c'est Victor à la minute de. Si, je crois que Moi, c'est il moi. m'a semblé que c'était moi. Je note Victor. Voilà, c'est Je me compliqué. fais arnaquer. On regardera sur Ouais, replay. non, Ouais. Moi arnaque, aussi. l'arnaque. Pour le coup. Ouais, mais toi, t'as déjà gratté un peu. Ouais, c'est bon, Il y a du favoritisme de ce côté. hein. Ouais, Moi, j'ai pas de d'accord. questions F1 et. Ah, je rigole. Et moi, Question. on m'entend pas. On a parlé de biathlon. Le biathlon. Moi, j'aimerais savoir, tout simplement, au biathlon, quand ta fille mariée a réalisé le grand chelem, a réalisé en tout cas, a gagné la Coupe du Monde en général, qui sont les 3 autres Français qui, dans l'histoire de la Coupe du Monde de rugby, de Biathlon. biathlon, Biathlon, puisqu'elle existe, en 78-79, qui sont les 3 Français qui ont précédé Quentin Fillon-Maillet. Fourcade déjà. Fourcade. Fourcade déjà. J'ai pas les autres, donc ça sert à rien. J'ai vu Oh, les deux autres. Non, je sais pas. Voilà. Hop là. Oula. Bon, français, je sais pas du tout. Moi, j'ai plus les noms. moi. Je sais pas du tout. Non, Voilà j'ai- pourquoi même je lui, dis il est pas pas sûr, il expert cherche de les la réponses. Non, même pas, même pas. Non, même j'ai pas. plus les noms, j'ai plus les noms. Bah, c'était dans les années 2000 en plus. Coupe du monde français, biathlon, palmarès. Non, j'ai pas les noms. Non, Je pense que tu peux nous le dire, Antoine. Pour Raphaël J'ai pas les noms, Poiret. excuse. Ah oui, Ah, Raphaël Poiret. Raphaël Poiret qui en a gagné Ouais. 4. Ok. Ça va. Et, messieurs, vous n'avez pas le Non. dernier. Ça remonte à trop longtemps. Vous n'avez pas le dernier. Non, dis-le. Non. Mais toi non plus, Il tu l'as pas. s'agit de Patrice. Patrice, bien sûr, Patrice. Teddy. Non, je connais pas. Vous connaissez pas Biathlon Qui a n'avait pas la même cote à cette époque, je crois. Et qui Ouais, a non, donc- c'était moins connu à cette époque. C'était mon pays. Ouais, ça a explosé en Et plus ces Martin dernières années Fourcade en avait France. gagné les 7 sept. gagné 7 sept. consécutivement. Globe de cristal. Oui, Et c'est tu une vois, bonne c'était chose. quand même Il est même confiant. Mais c'est ouais, c'était tenant vraiment. enfin, il est au même recordman, hein, tout simplement. Ouais, ouais. Patrice Bellissin en 93-94 et donc Raphaël Poiret 3 fois consécutivement et une 4e un an plus tard. Ok, ok. Donc personne n'avait. C'était une question un peu complexe. Question un peu plus simple pour ceux qui ont suivi les actus sport du week-end dernier, c'était en athlétisme et ça concerne Armand Duplantis, Ah oui, le ouais, Suédois. ouais. Je vais vous demander à quelle hauteur. 6m19. 6-20. 6-29. 6m19. C'est C'est Ah, t'as dit 20 6-20. C'était Non, 6-20 c'est moi qui ai dit C'est 6-20. 6-20. Alexis qui a dit C'est 6-20. 6-20. C'est Alexis. C'était 6-20 C'était 6-20. Je crois que c'était 6-19. Il a fait 6-17 avant Il avait et- fait 6-19 il y a 2 semaines. Il avait pas fait 17 aussi Il avait fait 17 avant, mais il y a 2 semaines avant, il avait fait 19. Ouais. Ok. Et lors Ouais, des- ouais, bah, pour moi c'était 19. Il Ok, gravit d'accord. centimètre par centimètre. C'était déjà à Belgrade, mais là D'accord. c'était lors des championnats du monde en salle. Ouais, Mais ça- c'est technique ça, parce qu'à chaque fois dès qu'ils battent le record du monde, il y a une prime qui va avec. Et ça, Avec c'était ça. six- À l'époque de. C'était Boubka, c'était le Boubka. Oui, il s'appelait Boubka. Celui qui était recordman du monde avant la Villeni. Je crois que c'était Boubka ouais, que je je crois crois que que c'est ça, t'as selon- raison. Je crois que t'as Et raison. bah lui avant justement il avait fait pas. Enfin il avait battu plein de fois son record du monde en montant 1 cm, 1 cm, 1 cm au-dessus. Et Duplantis fait exactement pareil. Mais c'est cool, au moins on a beaucoup de records du monde qui sont battus. Ouais, pour le coup. il est fort jeune, hein, lui, en plus. Ouais, grave, c'est clair. 6 mètres 20. Ouais. Il y en a pas beaucoup Voilà. qui pourraient Ah, prétendre. c'est le seul, du coup. voilà. Qui pourraient prétendre. Ils sont loin les 6m16 de la Villeni. 15 Ouais. pardon, non c'était 6m15. Ouais, Ouais, je sais que 15, c'était 15. 16. 16 6m16. Voilà pour les questions. Sacré, ouais. Maintenant, je vous demande un pronostic, comme toujours. C'est le principe de l'émission, pronostic en fin de quiz. Je vais vous demander le pronostic du barrage pour la Coupe du Monde, donc Portugal-Turquie. Bon, je pars direct un 2-0 Portugal. Un match. Vraiment J'attends de voir tout le monde se prononcer. et après, Portugal je à fond. Hein. Pour moi, Portugal, vraiment, ça va aller dans un seul sens, pas mon sens. Donc 2-0 pour toi, Tanguy. Ouais. Pour le Portugal. Les gars 3-0 pour le Portugal. Pour avoir vu la Turquie jouer récemment, c'était pas- 3-0 Alexis. Net et sans valeur. C'était pas un grand niveau de jeu, donc je pense que le Portugal 4-0. fera un travail.
J'avais hésité à dire quel Ah, score. 4-0. Je croyais que t'allais dire 3. Mais non. J'allais dire 3 C'est vrai, mais moi, au dernier j'allais dire moment, 3. et c'est vrai qu'il m'a dit que Moi j'allais dire 3, Antoine. les matchs de Turquie, il allait dire que les matchs de Turquie 3-1. étaient pas terribles, du coup je me suis dit, ils vont pas marquer, alors du coup j'ai dit 3. Si c'est 3-1, Yilmaz des gros scores. en attaque, T'as dit Euh, 4-0 du coup. c'est pas. Mais j'ai pensé à 3-1, mais je me suis dit déjà 4-0. c'est pas 3-1 pour Victor. Et toi, Antoine? Et moi, je vais dire 2-1 pour le Portugal. 2-1, d'accord. Ouais, pouvoir plus serré, Ça même va, si ouais. je pense que le Portugal va assurer et devrait Ouais. passer Et soit tant- face à l'Italie, soit face à la Macédoine du Nord. Qu'est-ce qu'il nous dit? T'as son diète qui dit que la Turquie va gagner 2-1. Et il dit aussi que t'es un tricheur. Très osé. Non, mais ça c'est faux. J'ai Bakambu, je l'ai dit Silva, avant. Ender, Merci, fois de 77. voilà. Pour 2-1 Turquie. Il dit 2-1 pour la Turquie. Oui. 2-1 pour la Turquie, Under pour la Turquie à 2 reprises. Après, il y a des Et chances Silva. qu'il marque quand même un but avec Mais les je absences pense. en défense, mais. Pour les Portugais, Ouais, alors, 3-1, ça me paraît, c'est je vous logique. fais le point quand même sur le, J'y crois. sur le Ouais, classe- les pronostics, les points de la sur semaine le- dernière. sur le classement, du coup, je mets à jour d'abord les résultats du quiz actuel, Ouais. parce qu'il s'en est passé des choses. Parce qu'il y a eu des points la semaine dernière. Tony en a Il y marqué a eu 2 avec des le points. prono de Charles Leclerc. Quel arbre. Alors au classement De quoi qu'il a actuel, messieurs, c'est Putain. toujours quand même Victor qui fait la course en tête. Avec 13 points. Quel crack. Avec 13 points. Vous savez, comme je vous dis à chaque fois, c'est que des connaissances. hein. Ouais. C'est la première fois que vous avez, on- Tony qui suit au classement avec 11 points. Quel scandale. Je suis content. Arrête. Alexis T'as dit du que coup je t'en avec le point marqué aujourd'hui, ça fait 9 points. Un point Troisième. non volé, moi, du coup. On est les mal aimés ici, Alexis. On est les Ouais, mal je suis aimés. d'accord. Tanguy qui ferme la marche. je pense que- Bah, non, 9 points, on est à égalité. Ah, égalité. Mais Antoine, quand même. Ah. Hey, oh. Je pense que Pourquoi vouloir toujours me mettre en dessous ça? Ah, non, mais ça, j'apprécie pas. J'apprécie pas. Moi, Ça, je pense qu'on devrait échanger de C'est- côté parce que visiblement ton Ouais. oreille gauche marche mieux que la droite. Mais, donc, on m'a- ouais. Ah, Non. on le taquine. On le taquine. Voilà, oh là voilà. là. On Évidemment. peut l'embêter un peu Bah dans ce oui, métier, faut quand même, bien hein. là, faut Exactement. Voilà, messieurs, ceci marque la fin de cette émission, ce quiz. Et comme toujours, on était ravis de la Ouais. faire en votre compagnie avec vous, messieurs. C'est une aventure qui a débuté au mois de novembre. Et je suis très fier de la faire avec vous. Il est mignon. Et donc, on continue avec vous sur le chat qui réagissait. Même si aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de monde, mais n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux, ça nous fera Très plaisir. évidemment très plaisir. Ouais, et puis je tenais à dire un mot. Désolé s'il y a eu des petits problèmes de connexion aujourd'hui, on nous a changé de ça et la connexion était un poil moins bonne aujourd'hui, donc désolé pour ça s'il y a eu des problèmes sur le live, mais voilà. Nos excuses. Voilà, autre information à vous donner, il n'y aura pas d'émission les 15 prochains jours, tout simplement. Il n'y aura pas d'émission pour les 15 prochains jours. On se retrouvera une dernière fois en présentiel, messieurs, dans 3 semaines, Normalement, ouais. pour une émission évidemment toujours condensée, avec beaucoup d'actualités à traiter. Puis après, on verra bien, on vous informera en temps et en heure pour ce qui se passera fin avril, début mai. Est-ce que l'émission basculera en distanciel ou est-ce que l'émission s'arrêtera pour cette année, évidemment. Team Sport va Pour la saison continuer. 1. Pour la Team saison. Sport va continuer, évidemment, avec vous, messieurs, et avec vous, ceux qui réagissent sur le chat. Merci Antoine. Et il me reste à vous dire, messieurs, merci. Donc, Petit et mot de la fin. Vous me le laissez. à la semaine prochaine, À la semaine si prochaine. vous le voulez bien, messieurs. À bientôt. Prenez soin de vous. Et force à Portugal. Ciao, ciao. Allez, Allez, bisous. bisous.